Marine était convaincue que la trahison était un art, et elle le maîtrisait à la perfection. Tout n'a pas commencé par une passion folle, ni par une impulsion soudaine. Non, Marine avait abordé cela de manière méthodique, presque chirurgicale, tout comme elle abordait chaque chose dans sa vie. Elle avait toujours été une femme avec un plan. Déjà à l'université, elle savait anticiper les gens, voir leurs faiblesses, bien avant qu'ils ne les remarquent eux-mêmes. C'est exactement pour cela, à l'époque, qu'elle avait choisi Damien. Il était fiable, travailleur, dévoué jusqu'à la moelle. Il constituait la fondation idéale, pour cette vie qu'elle souhaitait bâtir. Un revenu stable, un bel appartement dans le centre de Paris, une voiture, des vacances 2 fois par an. Tout se déroulait selon le plan, tout était parfait. Mais ce qui est parfait, et ce qui est désirable, sont deux choses bien différentes. Marine s'en est rendue compte, environ à la 6e année de leur mariage, lorsqu'elle s'est surprise assise à une table magnifiquement dressée, dans un restaurant hors de prix, face à son mari, sans rien ressentir du tout. Un vide absolu. Damien racontait quelque chose sur son travail, sur ses collègues, sur ses projets pour le prochain trimestre, et elle le regardait en pensant, est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Alexandre était apparu dans sa vie, il y a 8 mois de cela, lors d'un séminaire d'entreprise, où Marine s'était rendue pour représenter le département marketing. Il était différent. Il était bruyant, là où Damien était silencieux. Il était spontané, là où son mari était prévisible. Il la regardait, comme s'il voyait quelque chose, que personne d'autre ne remarquait autour d'eux. Et Marine, qui avait pris l'habitude, depuis longtemps, d'être invisible dans son propre mariage, s'est tendue vers ce regard, comme une fleur vers la lumière. Instinctivement, avidement, sans jamais regarder en arrière. Les 2 premières semaines, elle se persuadait que ce n'était qu'un flirt, une petite étincelle inoffensive. Ensuite, que ce n'était qu'une passade, qui finirait par s'éteindre d'elle-même. Puis, elle a cessé de se trouver des excuses, et a tout simplement commencé à agir. Elle a bâti un système de mensonges, avec la même minutie, qu'un architecte d'intérieur aménage une pièce. Chaque détail était à sa place, sans rien de superflu. Pour Alexandre, elle avait dédié un téléphone à part, un vieil appareil, acheté en espèces au marché aux puces, et enregistré sous un faux nom. Leurs échanges se faisaient via une application, qui effaçait automatiquement les messages, au bout de 24 heures. Elle planifiait leur rencontre, les jours où Damien rentrait tard du travail, et il rentrait souvent tard. Trop souvent, estimait-elle désormais, pour pouvoir lui en tenir rigueur. À ses amis, elle racontait qu'elle allait au yoga. À Damien, qu'elle s'était attardée chez des copines. La boucle était parfaitement bouclée. Elle avait même commencé à tenir un journal de bord mental. Pas sur papier, bien entendu, uniquement dans sa tête. Elle y consignait chaque alibi, chaque petit détail, pour ne jamais s'en mêler les pinceaux, quel ami elle était censée avoir visité mardi dernier, quel film elle avait soi-disant vu au cinéma, ce vendredi-là. Marine considérait tout cela comme un véritable projet professionnel, et sa fierté, purement professionnelle, lui interdisait la moindre erreur. Damien, en apparence, ne remarquait rien. Il rentrait à la maison, l'embrassait sur la joue, toujours au même endroit, toujours avec la même chaleur tiède, puis il allait se changer. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, et mangeait ce qu'elle avait préparé. Parfois, il la prenait dans ses bras le soir, assis sur le canapé, et elle se laissait faire, les yeux rivés sur l'écran de la télévision, tout en pensant à Alexandre. Damien était bon, attentionné, fiable, et c'est précisément cela, qui commençait à l'exaspérer plus que tout. Cette bonté imperturbable, inébranlable, qu'il était impossible de provoquer, ou de briser. Il ne remarque même pas qu'il est en train de me perdre, pensait-elle parfois, avec un léger mépris. Voilà à quel point il est aveugle. Cette pensée lui offrait une étrange justification, si ton mari ne te voit plus, es-tu vraiment coupable, si quelqu'un d'autre finit par te remarquer? Les mois ont passé. Les mensonges se superposaient en couches, comme du vernis sur des ongles. Chaque nouvelle couche rendait la surface encore plus solide. Marine a commencé à se sentir invulnérable. Elle observait ces autres femmes, celles qui se faisaient surprendre en pleine infidélité, et elle se disait, elles ont juste manqué de prudence. Elles ont fait des erreurs stupides. Moi, je suis différente. Elle ignorait que, très exactement 43 jours plus tôt, Damien avait trouvé un petit bout de papier, au fond de la poche de son manteau.
Un simple ticket de caisse, provenant d'un café, où elle n'était jamais allée avec lui. Rien de vraiment compromettant, juste un petit bistrot, à l'autre bout de la ville. Juste 1 heure, 14h30, un mercredi, alors qu'elle prétendait être en rendez-vous avec un client. Juste un tout petit fil qui dépassait. Mais Damien était exactement le genre d'homme qui, lorsqu'il trouve un fil, ne tire pas dessus d'un coup sec, en faisant du bruit. Il le saisit délicatement, entre 2 doigts, s'assoit dans le silence, et commence à tirer, lentement, patiemment, avec méthode, jusqu'à ce que le motif tout entier se retrouve entre ses mains. Cette nuit-là, Marine était allongée près de lui, et elle dormait profondément, avec la conscience tranquille, de celle qui est persuadée de tout contrôler. Damien, lui, ne dormait pas, il fixait le plafond. Et dans le silence de leur chambre, bercé par la respiration régulière de sa femme, un plan prenait déjà forme dans son esprit. Un plan froid, précis, et d'une cruauté absolue. Ce n'était pas un plan de vengeance, dicté par la rage. Non, c'était le plan d'un homme, qui avait déjà fait son deuil, qui avait déjà souffert, et qui, désormais, comptait simplement rétablir la justice. Silencieusement, sans le moindre mot superflu, avec cette maîtrise, que seuls les gens véritablement dangereux possèdent. Damien n'était pas un homme impulsif, il ne l'avait jamais été. Ceux qui le connaissaient de loin, ses collègues, ses voisins, ses vagues connaissances, ne voyaient en lui qu'un homme d'âge mûr, calme, un peu renfermé. Un homme fiable, prévisible, le genre de personne dont on dit « c'est un brave type », avant d'oublier aussitôt son visage. Marine, elle aussi, il y a bien longtemps, avait confondu son calme avec de la simplicité d'esprit. Elle s'était persuadée que, derrière ce silence, il n'y avait rien d'autre, juste une eau dormante, sans la moindre profondeur. Elle se trompait lourdement. Cette eau dormante cachait des bas-fonds d'une froideur glaciale. Après avoir trouvé ce ticket, Damien n'a pas fait de scène, il n'a pas arraché le téléphone des mains de sa femme, il n'a pas commencé à fouiller dans ses affaires. Dans l'entrée, il a replacé le petit papier dans la poche du manteau, exactement comme il l'avait trouvé. Il est allé dans la salle de bain, s'est aspergé le visage d'eau froide, et a longuement observé son propre reflet, dans le miroir. Ensuite, il est ressorti, s'est mis à table pour dîner, et a demandé à Marine, si elle avait envie de passer le week-end à la campagne. Oui, probablement, a-t-elle répondu, en esquissant un sourire. Il lui a souri en retour. Depuis ce soir-là, une autre vie avait commencé, une vie parallèle, invisible, qui évoluait juste sous la surface de leur quotidien habituel. Le jour, Damien travaillait, discutait avec sa femme, partageait ses repas à la même table. La nuit, il réfléchissait, il analysait, il se remémorait les moindres détails de ces derniers mois, des choses qui lui semblaient insignifiantes auparavant, mais qui, à présent, s'assemblaient pour former un tableau clair et impitoyable. Ses retards, bien trop fréquents, chez ses amis. Cette nouvelle manie, de toujours poser son téléphone, l'écran face contre la table. Sa légère distraction pendant le dîner, son regard perdu quelque part derrière lui, au-delà de la table, au-delà de leur vie commune. Il ne se précipitait pas. La précipitation, c'est pour ceux qui sont animés par la colère. Damien, lui, était animé par toute autre chose, quelque chose de glacial. Une détermination quasi mathématique, le besoin de tout découvrir jusqu'au bout, avant même de faire le premier pas. Le 3e jour après sa découverte, il a appelé son vieux copain, Stéphane, qui travaillait dans la sécurité privée dans les années 90, et qui dirigeait aujourd'hui une entreprise d'installation d'alarmes pour les sociétés. Ils se sont retrouvés dans une voiture, sans faire de grands discours. Damien lui a expliqué la situation, brièvement, sans la moindre émotion, comme on donne des directives à un prestataire. Stéphane l'a écouté, a hoché la tête, et n'a posé aucune question inutile. Une belle déformation professionnelle, pour laquelle Damien lui fut, à cet instant précis, particulièrement reconnaissant. 48 heures plus tard, 4 caméras miniatures ont fait leur apparition dans l'appartement. La première dans le salon, dissimulée dans la reliure d'un livre sur une étagère, un livre que Marine n'ouvrait jamais. Une autre dans la cuisine, incrustée dans le socle du luminaire design, juste au-dessus de l'îlot central. Une troisième dans le couloir, logée dans le boîtier d'une vieille horloge murale. Et la dernière, pointée directement sur la porte d'entrée, cachée dans la grille de ventilation. L'angle de vue, la qualité de l'enregistrement, la synchronisation avec son propre smartphone,
tout était réglé à la perfection. Damien a annoncé à Marine, le jeudi soir, qu'il devait partir en déplacement professionnel à Lyon. Il l'a dit calmement, l'air de rien, tout en lui tendant son assiette au moment du dîner. Il a précisé qu'il partirait le vendredi matin, et qu'il rentrerait dimanche. Elle a hoché la tête, avec cette légère, cette presque imperceptible pointe de soulagement dans la voix, une nuance qu'il n'aurait sans doute jamais remarquée auparavant. Mais maintenant, il l'entendait. Le vendredi, à 7 heures du matin, il a sorti sa valise, l'a embrassée sur la joue, et lui a dit « Prends bien soin de toi », avant de monter dans sa voiture. Il a quitté la cour de l'immeuble, a tourné au coin de la rue, s'est garé sur le boulevard voisin, pour changer de véhicule. Il a pris une voiture de location, réservée à l'avance, d'une marque différente, d'une autre couleur, et il est revenu se garer tout près. Juste assez pour avoir une vue dégagée, sur les fenêtres de son appartement, le téléphone bien en main. Marine a sagement attendu jusqu'au soir, faisant preuve de prudence, malgré son impatience. Damien a dû le lui concéder, elle savait se maîtriser. Alexandre a fait son apparition vers 19h30. Damien l'a observé sur l'écran de son téléphone. Il était grand, il marchait avec cette démarche suffisante, celle d'un homme qui se sent le maître des lieux, alors qu'il n'est qu'un invité. Marine lui a ouvert la porte, avant même qu'il n'ait le temps de sonner. Cela prouvait qu'elle guettait par la fenêtre, qu'elle l'attendait. Elle l'a serré dans ses bras, longuement, dans l'entrée, avec cette chaleur que Damien avait, depuis longtemps, cessé de ressentir dans ses propres étreintes. Il fixait l'écran, et pourtant, il ne ressentait aucune rage. Cela l'a d'ailleurs surpris lui-même. Dans un coin de sa tête, il s'était attendu à ce qu'à cet instant précis, quelque chose explose en lui. Mais tout restait silencieux. Il n'y avait que cette lucidité froide, cette tranquillité propre à un homme, qui vient d'obtenir la preuve ultime, de ce qu'il savait déjà. Il a lancé l'enregistrement, non pas pour aller le montrer aux autres, ni pour chercher de la pitié, mais dans un but pratique, un objectif concret, qu'il avait déjà pensé dans les moindres détails. Les caméras ont tourné pendant des heures. Un dîner en tête-à-tête à sa propre table, des rires résonnant dans sa cuisine, la veste d'un inconnu posée sur le dossier de sa chaise. Alexandre se comportait comme un homme, qui ne craint absolument personne. Marine se comportait comme une femme, qui se sentait enfin chez elle. Et c'était précisément cela, qui faisait le plus mal. Non pas la trahison en elle-même, mais la facilité, le naturel avec lequel elle était pleinement elle-même, avec un autre homme, au cœur même de cet espace, qu'ils avaient construit ensemble. Damien est resté assis dans sa voiture glacée, les yeux rivés sur le petit écran, et il s'est accordé, très exactement, 2 minutes de chagrin. Il a chronométré ces 2 minutes sur sa montre, puis il a repoussé cette douleur tout au fond de lui, là où elle ne viendrait plus troubler sa réflexion, et il est retourné à ses affaires. Le samedi matin, pendant que Marine dormait encore, Alexandre étant parti vers 2 heures du matin, Damien a passé 3 appels. Le premier à son avocat, maître Paul-Henri, un homme implacable et pointilleux, qu'il avait engagé 3 semaines auparavant, et à qui il avait déjà transmis les premiers éléments du dossier. La conversation a duré 7 minutes. Maître Paul-Henri a simplement dit « C'est suffisant. Nous pouvons lancer la procédure ». Le deuxième appel était pour son comptable. Les actifs, les comptes bancaires, les biens communs, tout ce qui pouvait être légalement sécurisé et séparé, avant même le dépôt officiel des documents, était déjà en cours de transfert. Damien s'était préparé à cet échange pendant 15 jours, et il connaissait absolument chaque chiffre par cœur. Le troisième appel fut le plus court, et de loin, le plus difficile. Il a téléphoné à Victor, le père de Marine, un homme de 70 ans, un homme de la vieille école. C'était lui qui, le jour de leur mariage, avait serré fermement la main de Damien, en lui glissant, droit dans les yeux, « Elle n'est pas facile. Mais je vois que tu es solide, alors ne la laisse pas te marcher sur les pieds. » À l'époque, Damien avait souri, pensant que ce n'était qu'une boutade, de la sévérité paternelle. Il comprenait aujourd'hui que c'était, en réalité, un véritable avertissement. Victor a décroché à la deuxième sonnerie. Damien lui a parlé calmement, sans élever la voix, sans lancer la moindre accusation contre sa fille. Il a simplement énoncé les faits. À la fin, il a ajouté qu'il lui enverrait les vidéos par mail, s'il souhaitait les voir. Le vieil homme est resté silencieux pendant un long moment, puis il a simplement lâché, envoilé. Et il a raccroché.
Le dimanche soir, Damien a récupéré sa valise dans la voiture de location, a rendu le véhicule, a hélé un taxi, et il est rentré chez lui, comme s'il revenait tout juste de Lyon. Marine l'a accueilli dans l'entrée, elle lui a demandé comment s'était passé son voyage. Il a répondu, très productif. Et c'était la stricte vérité. Au cours de ces 3 jours, il avait accompli tout ce qui devait l'être, il avait rassemblé toutes les pièces nécessaires, il avait placé tous ses pions sur l'échiquier. Il ne lui restait plus qu'à jouer son tout dernier coup. Un coup silencieux, précis, et définitif. Et il savait déjà, à la seconde près, quand il allait frapper. Le lundi a commencé comme n'importe quel autre jour. Marine s'est réveillée à 7 heures, a pris sa douche, a préparé le café. Damien était déjà parti au travail. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle se tenait près de la fenêtre, sa tasse entre les mains, elle regardait la rue en contrebas, et elle pensait à Alexandre. Elle repensait à ces moments merveilleux, passés ensemble ce week-end, en se disant que bientôt, tout cela pourrait enfin sortir de l'ombre. Elle commençait déjà à planifier la manière, et le moment idéal, pour annoncer son désir de divorcer à Damien. Elle voulait le faire selon ses propres termes, au moment qui l'arrangerait le plus, de façon à conserver le maximum de ce qu'ils avaient accumulé ensemble. Elle se sentait véritablement l'architecte de son propre destin. La journée s'est écoulée paisiblement. Le travail, le déjeuner, quelques messages échangés avec Alexandre. Des messages courts, prudents, comme à leur habitude. Elle est rentrée à la maison vers 18 heures, s'est changée, et a commencé à préparer le dîner. Tout était familier, régulier, d'un calme absolu. Une soirée banale, dans une vie banale, qu'elle était déjà en train d'emballer mentalement, dans des cartons de déménagement. Damien est entré dans l'appartement à 19h15. Marine a entendu le bruit de la clé qui tournait dans la serrure, et elle a crié depuis la cuisine. Le dîner est prêt dans 20 minutes. Il n'a rien répondu. C'était un peu étrange. D'habitude, il lui répondait toujours, au moins par un mot bref. Elle s'est retournée lorsqu'il a franchi le seuil de la cuisine, et elle a immédiatement ressenti quelque chose. Elle ne l'a pas vu, non, elle l'a ressenti physiquement. Un changement infime dans l'atmosphère, comme juste avant un orage, quand le ciel est encore clair, mais que la pression atmosphérique a déjà chuté brutalement. Damien portait exactement les mêmes vêtements que le matin même. Il était serein, son visage était le même que d'habitude, impassible, mais ses yeux, eux, étaient complètement différents. Il n'y avait plus rien dans son regard, ni la fatigue d'une longue journée de travail, ni la moindre chaleur, ni même sa gentillesse habituelle, un peu distraite. Il n'y avait que 2 yeux calmes, d'une lucidité absolue, braqués directement sur elle. Il s'est approché de la table, et a posé un dossier juste devant elle. Un dossier tout ce qu'il y a de plus banal, gris, en carton, le genre de fourniture que l'on trouve dans n'importe quelle papeterie. Marine l'a fixé pendant une seconde, sans comprendre, puis elle a levé les yeux vers son mari. Il s'est éloigné vers le plan de travail, s'est servi un grand verre d'eau, et lui a tourné le dos. Paisiblement, sans aucune théâtralité, à la manière d'un homme qui a fait tout ce qui était en son pouvoir, et qui attend, à présent, que la machine fasse son œuvre. « Regarde » lui a-t-il dit. Ce n'était pas un ordre, juste une simple invitation. Marine a ouvert le dossier. La première chose qui lui a sauté aux yeux, ce fut les photos. Nettes, précises, avec l'horodatage incrusté dans un coin. Elle et Alexandre dans le couloir, enlacés, tout près de la porte d'entrée. Eux deux, en plein milieu de la cuisine. Lui, tranquillement assis sur cette même chaise, où Damien prenait son petit déjeuner chaque matin. Eux deux encore, dans le salon, sur le canapé, sous la lumière de ce lampadaire, qu'elle avait elle-même choisi en magasin, 3 ans auparavant. Les clichés avaient été pris à son insu, sans son consentement. Et c'était précisément cela, cette connaissance totale, absolue, que son mari possédait, qui lui a coupé les jambes, bien plus vite que n'importe quelle parole. Ses mains sont devenues glacées. Elle a tourné la page. Il y avait là des relevés imprimés, des documents juridiques, dont elle n'a pas immédiatement saisi la portée, mais les noms des comptes, et les montants, lui étaient familiers. Leurs économies communes, leurs placements, ses parts dans l'appartement. Tout était minutieusement surligné, classé par rubrique, orné de tampons, et de signatures datant de la semaine précédente. Son avocat avait travaillé vite, et proprement. Depuis quand,
a-t-elle commencé à balbutier. Depuis longtemps, a répondu Damien, sans même prendre la peine de se retourner. Marine a désespérément tenté de reprendre ses esprits. À l'intérieur d'elle-même, quelque chose cherchait frénétiquement une issue de secours, des explications, des justifications, des mots qui auraient pu renverser la situation. C'était une femme intelligente. Elle savait parler, elle savait convaincre. Damien, je t'en prie, écoute, J'ai déjà discuté avec ton père, a-t-il lâché calmement, en se tournant enfin pour lui faire face. Il a visionné les enregistrements. Il m'a appelé ce matin même, pour me demander de te transmettre, qu'il ne se mêlerait en aucun cas de tes affaires. Ces mots ont eu l'effet d'un coup de massue, auquel elle ne s'attendait pas du tout. Son père, Victor, cet homme qui avait été de son côté toute sa vie, toujours, inconditionnellement, par la simple force des liens du sang. Marine a senti que la dernière parcelle de terre ferme venait de s'effondrer sous ses pieds. Pour ce qui est d'Alexandre, a repris Damien, la voix toujours aussi neutre, dénuée de toute méchanceté, sans le moindre triomphe, ce qui rendait la chose presque insoutenable, son employeur a reçu une copie du dossier. Dès vendredi dernier. Dans son entreprise, il y a une clause très stricte dans les contrats, concernant la moralité et l'image. Je m'étais renseigné à l'avance. Il a déjà été convoqué par les ressources humaines. Marine a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mais une fois de plus, les mots refusaient de sortir. Pour la première fois depuis des mois, et peut-être même, pour la première fois de toute sa vie d'adulte, elle était à court d'arguments. Elle avait toujours pensé que, si ce jour arrivait, si Damien finissait par le découvrir, il y aurait des cris. Qu'il y aurait des larmes, des accusations, des portes qui claquent, de la vaisselle brisée. Quelque chose de brûlant, de bruyant, de vivant. Elle s'était d'ailleurs préparée à ce scénario précis, elle s'était imaginée, debout, bien droite, ne baissant pas les yeux, lui disant avec aplomb, « Oui, c'est vrai, et je ne te demande pas pardon. » Elle avait répété cette confrontation dans sa tête, 1000 fois. Mais à ça, à ce silence de mort, à ce dossier cartonné, à ce verre d'eau posé dans sa main, elle n'était pas préparée du tout. Damien a reposé son verre sur la table, et il l'a regardé une toute dernière fois. Longuement, attentivement, de la façon dont on observe une chose, dont on se sépare, non pas sous le coup de l'émotion, mais de manière consciente et définitive. Dans son regard, il n'y avait aucune haine, il n'y avait aucune tristesse. Il n'y avait que ce vide absolu, ce vide dévastateur, que Marine elle-même avait ressenti à son égard, pendant si longtemps, et qui, désormais, la dévisageait en retour. C'était bien cela, la chose la plus terrifiante. « Tu as été très intelligente », a-t-il murmuré, en se dirigeant déjà vers la sortie. « Presque parfaite. Mais il y a un détail qui t'a échappé. » Il s'est arrêté sur le pas de la porte de la cuisine, sans pour autant se retourner. « Tu pensais que je ne remarquais rien ? Moi, je me contentais simplement de me taire. » Le couloir, le placard. Il a pris sa veste, sans précipitation, d'un geste familier. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée doucement, sans claquer. Juste le petit clic, doux et définitif, de la serrure. Marine est restée plantée au milieu de la cuisine, là où quelque chose continuait de mijoter sur le feu, là où flottait encore l'odeur de ce dîner, qu'elle préparait pour eux deux, par pure habitude, par inertie. Propulsée par cette force aveugle du quotidien, qui pousse les gens à continuer d'agir, même quand tout est déjà fini. Elle se tenait là, et elle écoutait le silence. Un silence immense, lourd, un silence assourdissant, laissé dans le sillage de cet homme, qui était parti, non pas en hurlant, mais exactement comme ça, sereinement, et pour toujours. Et dans ce silence pesant, elle a compris pour la première fois, ce qu'elle n'avait pas saisi de tous ces mois. Elle pensait qu'il ne la voyait plus, qu'elle n'était pour lui qu'un décor de fond, une vieille habitude, un élément du mobilier. Que son calme était synonyme d'indifférence, que son silence n'était que du vide. Mais, pendant tout ce temps, il lisait en elle comme dans un livre ouvert, il l'observait, et il attendait. Avec la patience infinie d'un homme, qui n'est pas pressé, car il sait déjà exactement comment l'histoire va se terminer. Elle s'était fait prendre à son propre jeu. Ce n'était pas lui qui l'avait battue, c'était elle-même. Par son excès de confiance, par son intime conviction, qu'elle était la personne la plus brillante de la pièce. Le dîner a commencé à brûler, mais Marine ne s'en est pas rendu compte.
Elle est restée assise à la table, juste devant ce dossier ouvert rempli de photos, les yeux fixés sur cette porte, derrière laquelle il n'y avait plus personne depuis longtemps. Et ce petit clic, ce bruit infime de la serrure, continuait de résonner dans sa tête, encore, et encore, et encore. Plus fort que n'importe quel cri, plus fort que n'importe quelle dispute, plus fort que tout ce qu'elle n'avait jamais entendu, de toute sa vie. C'était la fin. Pas sa fin à elle, bien sûr. Elle allait survivre, elle allait s'en sortir, elle trouverait toujours un moyen d'aller de l'avant, car les gens de son espèce trouvent toujours une issue. Mais c'était la mort définitive de cette Marine, de cette femme qui se croyait totalement invulnérable. Et c'était précisément cela qui faisait le plus mal.